Chère Bonsoir. communauté, chers amis, bonsoir et bienvenue pour cette soirée de shiur sur la cache-route avec notre invité prestigieux, le Rav et Av Beddin Eliezer Wolf, soirée qui est co-organisée entre Directora Macom et la CIB Créteil, la communauté juive de Créteil. Avant de commencer ce shiur, un petit mot d'introduction par le Rav Binyamin Smadja du Macom, des étudiants, pour eh bien vous parler de ce thème et aussi de ce qu'il fait. Rav, Bonsoir, bonsoir à tous. Je voudrais avant tout remercier Rav Eliezer Wolf d'accepter l'invitation de la conférence de ce soir qui va intéresser énormément de monde. On sait à quel point vous êtes l'expert de la cache-route et sur des sujets qui intéressent vraiment tellement de monde. Donc on est très pressé d'entendre vos paroles. Et on remercie Directora qui nous a aidés dans l'organisation de cette conférence, ainsi que la communauté de Créteil. Bien sûr, on fait toujours les choses main dans la main et c'est grâce à ça, Baruch Hashem, qu'on a une grande réussite. Donc voilà, merci Rav Wolf. Et puis, on a hâte d'entendre vos paroles. Bonsoir. On va mettre les autres appareils en mute. C'est bon, on m'entend? Bonsoir tout le monde. Bonsoir donc Rav Smadja. Je remercie tout le monde qui, ce soir, s'est empressé pour organiser cette réunion Zoom, ce shiur, sur un sujet effectivement qui est d'actualité, qui revient de temps en temps, qui est souvent posé, souvent même mal posé sur les réseaux sociaux. Et c'est très bien, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire de pouvoir l'amener vers le grand public et pouvoir dire des choses qui ne sont pas toujours compris directement quand on regarde dans la Mishnah, dans Avodah Zarah, et quand on regarde les souyot, les sujets qui traitent de ce sujet-là. Et pour moi, c'est un privilège de le partager avec vous parce que non seulement on a l'occasion d'être sur le terrain, mais également dans l'évolution directe de ce qui se passe et de comprendre quelle est la réalité des Xérot de Chazal. Et on sait très bien que ce n'est pas évident d'expliquer, de comprendre ce que nos sages ont voulu de nous, de comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont interdit certaines choses. Ils n'ont pas toujours donné les raisons. Et on se rend compte que des fois, il y a même des choses qui sont très extrêmes. Lorsqu'on voit la Xéra de Meneket Ravero, je rapporte toujours ça comme exemple, où une femme ne peut pas se remarier après un veuvage ou après un divorce si elle a un enfant qui a moins de 24 ans. Pourquoi de 24 mois, excusez-moi, parce qu'elle est Meneket, normalement, elle allaite encore, et on est chochesh, on craint que si elle se remarie, et ben que la personne avec qui elle s'est remariée refuse, au moment où elle tombe enceinte de ce deuxième mari, refuse de payer pour le lait pour cet enfant-là. Et il y a un chashash, il y a un risque que l'enfant meure de faim. Et c'est pourquoi Chazal nous dit qu'il y a une protection de l'enfant qui est importante. Avant qu'elle pense à se remarier, elle doit d'abord s'assurer que le premier bébé vive. Et c'est pourquoi pendant 24 mois, elle ne peut pas se remarier. Et ça nous paraît étrange parce qu'on se dit combien est-ce que d'enfants, lo aleinu, ont succombé suite à un remariage. Ça nous a l'air un chashash, un risque très petit. Et pourtant, nos sages nous ont dit c'est absolument une xéra, une takana immuable et qu'on ne peut pas changer. Alors, lorsque la Gemara d'Avodah Zarah Daf Lamed Aleph nous dit Elu dvarim shel goy asurin ven isuran isurana,
la Gemara dans Avodah Zarah nous dit il y a des choses qui ont été interdites. C'est la première chose, c'est le chalav shechal vogoy, un lait qui a été trait par une personne non juive. Asurin ben isuran isurana, et donc leur interdiction n'est pas un isur d'ana, et pas un isur du profit, mais il y a besoin d'une participation réelle d'un ben Israël. Et la Gemara explique quelle est la raison. Quelle est la raison? C'est une raison de kashrut, que peut-être ils ont mélangé du chalav tamé, du chalav, donc du lait qui pour eux, c'est du lait. C'est du lait, il n'y a pas de raison de ne pas le mélanger. Et souvent, je rapporte au niveau plus récent, lorsqu'il y a eu le scandale chez McDonald's, et on leur a dit, mais comment est-ce que vous avez pu donner de la viande de cheval à la place de la viande de bœuf? Et ils ont dit, quel est le problème? Zetari, zebari, c'est-à-dire que c'était frais et c'est bon pour la santé. Il n'y a aucune raison de faire un distinguo, si ce n'est pas un distinguo religieux, entre la viande de bœuf et de la viande de cheval. Alors, si certaines personnes ont certaines appréhensions, ben, c'est leur problème. Et souvent, lorsqu'on visite une usine, on remarque une réaction pareille, qu'ils nous disent, mais je ne comprends pas votre problème. Je ne vois pas la différence entre ce poisson. Qu'est-ce que c'est les écailles? Qu'est-ce que c'est les nageoires? Arrêtez, c'est de la chair blanche, c'est frais, etc. Donc, la même chose pour au niveau du lait. Nos sages, déjà à leur temps, disaient oui, puisque eux ont l'habitude de mélanger. Il peut y avoir des raisons multiples, que ce soit pour la conservation, que ce soit pour le goût, que ce soit pour tout simplement écouler différents laits, qu'ils avaient l'habitude de mélanger. Et à cause de ça, nos sages ont dit, attention, tu ne peux pas utiliser, tu ne peux pas consommer le lait si tu n'as pas surveillé, s'il n'y avait pas une présence effective de Israël, Roéou, un ben Israël qui le voit. De Tanoura Banan Yoshev Israël Betzad Edro Shel Oved Kochavim. Oved Kochavim Chol Volo ou Mevilo. Ici, on nous dit, on a besoin de ce qui va s'appeler Chalav Israël, du lait de Ben Israël. Mais contrairement au reste des choses, comme le vin et le fromage, dont on va revenir plus tard, il n'y a pas besoin d'une participation physique au niveau de cette traite. C'est-à-dire que ce soit la traite qui soit faite par un employé ou que ça soit fait par des machines, on ne demande pas à ce que l'Israël soit ici proactif. On nous dit uniquement qu'il doit surveiller et vérifier qu'il n'y a pas eu de mélange. Alors, la Gemara, elle fait un distinguo. Elle fait un distinguo entre Ika davar tameh be'edro, s'il y a une bête impure ou s'il n'y a pas une bête impure. S'il y a une bête impure, on nous dit qu'il doit être présent. Ika davar tameh be'edro, alors il doit être omed mimachutz. Et je me rappelle, Rav Rebibo disait toujours, pourquoi est-ce que si il y a d'avoir tamé bédro, s'il y a quelque chose de tamé dans le troupeau, il doit être debout parce qu'il doit pouvoir toujours voir. Alors que si en tamé bédro, il n'y a pas de bête impure, cela suffit qu'il soit assis dehors, c'est-à-dire qu'il ne peut pas voir dans la situation dans laquelle il est, mais il peut voir à tout moment ce qui se passe. Et donc cette surveillance est suffisante. C'est pas qu'ils voient un peu, mais c'est qu'ils peuvent voir tout. Qu'il peut voir tout, ce n'est pas 10% mais c'est 100% avec une fréquence qui n'est pas de 100%, qui est considérée comme 100%. Et donc, il est là dehors. Et le Shach nous dit, dans le Shulchan Aruch, dit que ce chachash, c'est donc un chachash d'oraïta, c'est un chachash minatora, et que nos sages ont craint que peut-être il y a un réel mélange et donc ça ne soit pas cachère du tout.
Et ça s'appelle donc un Issour de Rabbanan, une interdiction de Rabbanan, qui est un corps qui a un shoresh, une base, une source dans la Torah. Et alors, le Yerushalmi, il dit aussi, il rapporte dans Avodah Zarah Perek Bet Halacha Chet, il dit que également, on craint qu'il a mélangé donc, quelque chose de tamé. Et il rapporte la chita de Rabbi Yoshua ben Levi, qui est une autre chita, qui dit que Mishum Gilouy, que peut-être il y a un serpent qui a mis son venin, et donc on craint qu'il y a un danger, et à cause de ce danger, Chachamim ont dit de ne pas prendre du lait non surveillé. Alors, à la Khalamaase, on retient que c'est interdit parce qu'il y a un risque. Et bien que ce risque peut être de manière empirique, on peut le vérifier puisque la couleur n'est pas la même. Chazal nous dit que, donc on est sûr qu'il n'a pas changé la majorité. Et Minatora, c'est Batel Borov, puisque c'est considéré comme Min Bemino, c'est considéré la même espèce. Tout de même, on craint, même si ce n'est pas une quantité telle. Donc, même si c'est une petite quantité, et même si ça s'appelle Min Bemino, ça s'appelle dans la même espèce, nos sages ont interdit. Et il y a une autre, le Maharam Abouav dit que la Xéra, essentiellement, est comme l'interdiction de patakoum, du pain qui n'a pas été cuit par un Ben Israël, comme un bichoul, une cuisson qui doit être également fait par un Ben Israël, ou au moins qu'il y ait une participation d'un Ben Israël. Dans tous ces cas-là, le chashash, la crainte, dit le mari à boire, c'est le même, c'est le risque de promiscuité et de mariage mixte. Donc, Chachamim ont voulu faire un guéder, ont voulu faire qu'on soit séparés non seulement dans nos habits, mais qu'on soit également séparés dans nos habitudes alimentaires, même sur des produits qui apparemment devraient être permis. Alors, il est vrai que dans le Khatam Sofer, dans ces drashot, Chelek Aleph, Drush Lamed Zain, il rapporte qu'il y a encore d'autres raisons et que ce sont des raisons inconnues. Et là, on a toujours la difficulté c'est-à-dire d'un côté, on nous dit que Chachamim ont dévoilé, et d'un autre côté, ils n'ont pas tout dévoilé. Donc, c'est très difficile de se faire une idée, c'est très difficile de comprendre. En tout cas, Moshe Sternbuch dit que même si de nos jours, donc, il n'y a plus de risque réel, puisque c'est une fantaisie de mélanger avec d'autres laits, et les laits, normalement, les autres laits ne sont pas commercialisés, ne sont pas utilisés, tout de même, les raisons qui feraient qu'on doit être mahmir sont parce que il y a encore d'autres raisons. Il y a encore d'autres raisons qui sont derrière. Alors, dans le Shulchan Aruch, c'est apporté de manière très claire, comme quoi c'est une halakha psuka, qu'on ne peut pas prendre du lait qui n'a pas été surveillé. Alors, pour comprendre un peu ce qui se passe plus tard dans les Achronim, dans le Pri Chadash, et qui a une approche différente, mais on va tout d'abord voir le Chazon Ish, parce que le Chazon Ish, lui, nous permet de comprendre et qu'en fait, il y a une stira, il y a dans le Shulchan Aruch, il y a quelque chose qui est incompréhensible. Il y a écrit dans Siman Kuf Tetvav, dans le Shulchan Aruch, que uniquement quand il n'y a pas donc de bête impure,
Alors que dans Siman Kuf Yutret, il dit que si on envoie du lait à quelqu'un d'autre, il faut un chotam, il faut qu'il y ait un signe de cacheroute. Donc, si on ne craint pas, comme il dit, s'il n'y a pas d'avoir tamé bédro, s'il n'y a pas quelque chose de tamé, pourquoi est-ce que maintenant, tout d'un coup, il faut qu'il y ait un plomb autour de ce lait pour reconnaître que c'est du lait cachère, alors que normalement, s'il n'y a pas de bête impure, il n'y a aucune raison qu'il y ait du lait non cachère. Et le Chazon Ish, Bémet, il dit qu'il y a de chashash uniquement lorsqu'il y a une bête impure, et c'est uniquement après la khaliva, durant le transport, qu'on craint qu'il y ait un mélange qui soit fait. Et c'est pourquoi, lorsqu'on va transporter, il va falloir mettre un plomb pour être sûr que c'est le même lait qui lui a été envoyé. Mais au niveau de la traite, il n'y a pas besoin de suivre la traite puisque en davar tamé bédro, il n'y a rien d'impur dans son troupeau. Et le Chazon Ish explique aussi que c'est la raison pourquoi est-ce qu'on doit vérifier d'après le Rama les ustensiles dans lesquels on va faire la traite de lait pour savoir s'il n'y a pas eu des restes d'une traite précédente d'un lait qui ne serait pas donc d'origine cachère. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a eu besoin de faire une xéra spéciale? Alors, c'est là où se posent ou se placent les différentes chitotes, les différents avis, puisque le prix Hadash, qui était donc Rav ici à Amsterdam, et dit, mais il y a certainement des bêtes impures, mais pourtant, ça s'appelle qu'il n'y a pas de bêtes impures, parce que les bêtes impures ne sont pas là, ni le chien, ni le cochon qui sont là, ne sont pas là pour leur lait, mais sont là pour d'autres buts. Et donc, le lait, c'est du lait de vache. Et le prix Hadash dit, donc ça s'appelle que en tamé bédro, il n'y a rien de tamé, et il n'y a pas eu de xéra immuable. Il n'y a pas ici quelque chose qui s'appelle davar chez Béminyan, une interdiction où il faut un plus grand beddin pour l'interdire. Les autres Rishonim disent que non, que la xéra est une xéra chez davar chez Béminyan, et il faut un autre minyan pour le permettre. Et c'est pourquoi que même si la raison n'existe pas et qu'il n'y a pas de risque, et comme dit Rav Moshe Steinbourg, on est au risque zéro au niveau des mélanges, tout de même, la xéra va rester. Alors, tout le monde connaît, tout le monde parle de ce que Rav Moshe Feinstein a dit. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que au niveau, est-ce que c'est une xéra immuable ou pas, on a d'un côté le prix Hadash, le Rashbatz qui dit que non, c'est pas une xéra immuable, c'est pas une xéra du tout, c'était une gestion de risque. Si le risque n'existe pas, il n'y a pas de problème. Dit le prix Hadash, et moi j'étais à Amsterdam et j'ai consommé du lait non surveillé, donc le prix Hadash, Gdolador, et il dit il y a certaines personnes plus pieuses et plus religieuses à Amsterdam qui quand même ne consomme que du lait surveillé. Donc c'est ce qu'il témoigne sur lui-même. Mais en tout cas, d'un autre côté, on a le Rama, le Gaon, le Chida, le Tzemar Tzedek, qui disent, et le Khatam Sofer, le Aruch HaShulchan, comme quoi c'est une xéra immuable. Et donc, si on n'a pas un autre Bedin qui est là pour le permettre, on ne peut pas. On ne peut pas le permettre. Alors, pour parler de la tchouva que tout le monde connaît, celle de Rav Moshe Feinstein, on va d'abord encore revenir tout d'abord sur le Chazon Ish dont on a parlé avant, puisque le Chazon Ish, il base son héter
essentiellement sur ce que le Pri Hadash dit, qu'il n'y a pas de xéra immuable, et donc si il n'y a pas dans la ville de lait commercialisé, de lait qui est trait pour la vente, qui est du halavakum, du lait de bête impur, il n'y a pas de risque. D'après Moïse, la situation est totalement différente. Moïse Feinstein, il dit le Ikar, l'essentiel, c'est comme le Khatam Sofer, c'est comme ce que le Gaon a dit, c'est une zéra immuable. On n'est pas posé comme le Pri Hadash. Mais il y a ce qu'on appelle, et ce qui est rapporté dans le Khatam Sofer à plusieurs endroits, comme quoi, si, par exemple, on se promène à Paris un dimanche après-midi et qu'on voit un couple sortir de la grande synagogue, le mari avec un nœud papillon, la femme avec une robe de mariée. Alors on dit qu'il y a un ansadeh klali, ça veut dire qu'il y a un témoignage comme quoi ils se sont mariés de manière orthodoxe. Et si ils sortent d'une synagogue libérale, il y a un ansadeh, il y a une preuve qu'ils se sont mariés chez les libéraux et chez l'Okedat Moshe Israël. Et donc, ça, c'est un point qui a été repris de manière très forte par Moshe Feinstein, de dire qu'il y a quelque chose de général, un ansadeh, une preuve générale. Et cette preuve générale, elle peut exister par des preuves extérieures. Et dire à Moïse, ici, lorsqu'on a la preuve que la Food and Drug Administration fait attention, comme quoi il n'y ait pas de mélange avec des laits qui ne sont pas des laits cachers, donc qui ne sont pas du lait de vache, eh ben, on peut s'appuyer sur cette surveillance-là. On peut s'appuyer sur la surveillance du lait qui a été donc surveillé par la Food and Drug Administration, comme il peut y avoir encore d'autres choses sur lesquelles on va s'appuyer en disant certainement que les choses ont bien été faites, certainement que les choses se passent comme il faut. Alors, ce n'est pas une chazaka, c'est un ansadeh, c'est un témoignage général. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de venir et de pointer du doigt, de voir avec les deux yeux, mais c'est de dire qu'il y a certainement une réalité générale qui fait qu'on respecte la loi. Et si on respecte la loi, donc on a une surveillance. C'est vrai, ce n'est pas Israël, Roéouz, mais c'est certainement qu'il n'y a pas eu de mélange. Donc, ça, c'est l'avis de Rav Moshe, qui est suivi en Amérique, dans beaucoup d'endroits. Et souvent, on me reproche, on me dit, mais pourquoi tu amènes Rav Moshe? Il y a le Tzemar Tzedek a déjà dit, et ça a des conséquences dans l'éducation des enfants, c'est très important. C'est vrai, je n'ai pas dit le contraire, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas prendre du Chalav Israël, c'est sûr que c'est très important. Mais d'un autre côté, on sait que maintenant, dans la crise du corona, Rav Daniel Alevi, Zichrono Livracha, est décédé, qui était le directeur du OK, qui est un grand organisme de cache-route aux États-Unis. Quand son père a fondé le OK, il allait demander le rabbi de Lubavitch, est-ce qu'il doit faire cette surveillance? Il doit donner un sigle rabbinique sur des produits qui ne sont pas Chalav Israël. Et bien sûr, il l'a encouragé. Il a dit que c'est très important que des Juifs au fin fond du monde aient des produits qui soient cachers. Donc, malgré le fait qu'il a été qu'il a fortement promu le Chalav Israël, tout de même, au niveau du Tzibour très large, aux États-Unis, il a poussé à ce qu'il y ait du lait Chalav Companies, comme ils appellent ça, selon Rav Moshe Feinstein, du lait des compagnies où la Food and Drug Administration surveille. Alors, c'est vrai qu'il y avait une remarque qui avait été faite, ça a été publié, un Mahamar de Rav Rubibo, dans lequel il disait, c'était au moment où donc, des glaces Häagen-Dazs étaient faits en France,
comme quoi la loi en France est moins stricte qu'aux États-Unis et ça n'a pas été retenu par l'ensemble des organismes de cache-route aux États-Unis, que ce soit le OCA, le OU ou le COFK, qui n'ont pas accepté cette remarque-là et donc on continue à faire, même en Europe, des produits kosher dairy. Alors, pour le Khatam Sofer, pour revenir sur ce qu'on a dit avant, c'est pas qu'il ne dit pas qu'il n'y a pas de marloquette, mais il dit que, étant donné que Kimou et Kiblu Aleem, les générations précédentes ont pris sur eux de ne pas le prendre, donc ça reste un minag immuable qu'on ne peut pas changer de nos jours. Et le Aruch HaShulchan dit aussi que même dans des endroits donc, où le Khalav Tameh n'existe pas, ce qui est le cas généralement partout aujourd'hui, quand même, il reste cette xéra-là. Donc, on a d'un côté le prix Khadash qui dit « moi-même, j'en ai consommé ». De l'autre côté, on a le Khatam Sofer qui dit que c'est une xéra immuable. On a Rav Moshe Feinstein qui vient et qui dit même si c'est une xéra immuable, étant donné qu'il y a un picoir, étant donné qu'il y a une surveillance de la Food and Drug Administration, ça s'appelle un lait qui est sous surveillance. Alors, on ne va pas parler maintenant de tous les cas qu'il y a aujourd'hui en Israël, du lait qui est surveillé avec des caméras, du lait dont la traite est une traite automatique, du lait dont les vaches appartiennent à un ben Israël, sur lesquels il n'y a peut-être pas cette xéra. Tout ça, ce sont des cas assez complexes. Rav Eliashiv lui-même a permis le lait surveillé par des caméras. Ça a été controversé par d'autres poskim, mais en tout cas, c'était son avis et il faut savoir qu'il n'est pas revenu, bien que d'autres disent qu'il est revenu sur sa décision. Non, il n'est pas revenu. Il y a un témoignage de Rav Efrati comme quoi il a toujours continué à dire que comme quoi la caméra, c'est une bonne surveillance. Et Rav Eliashiv plusieurs fois avait dit que voir à travers une caméra, ça s'appelle Reya Lehedia, ça s'appelle voir la chose elle-même. Et on sait que lo aleinu, que Dieu nous préserve, à Abu Kabir, après des attentats, étant donné que la situation est devenue de plus en plus complexe, ils avaient décidé, donc, au niveau du centre pathologique, de ne pas laisser la famille entrer et le corps devait être découvert et devait être reconnu à travers un film, à travers une caméra. Et Rav Eliashiv avait dit que c'était considéré comme une reconnaissance, lo aleinu, du corps. Donc, pour Rav Eliashiv, ça s'appelle Reya Lehedia, ça s'appelle que l'Israël voit ce qui se passe à travers les caméras. Donc, quelque chose d'important à savoir, c'est qu'il faut que les personnes qui travaillent dans la marchleva, dans la laiterie, sachent qu'ils sont surveillés. Sachent qu'il y a soit un mashgiach, soit une caméra. Ça, c'est très important parce que le principe de mirtat, qu'ils craignent de faire des mélanges, c'est uniquement qu'ils ont été prévenus. Ce n'est pas qu'un homme averti en vaut deux, mais c'est que en sachant qu'on est surveillé, alors on ne fait pas de bêtises. Alors, on voulait parler des sous-produits du lait, mais avant de parler des sous-produits du lait, on est obligé de passer par le fromage. Le fromage, en effet, est le produit que l'on est le produit qui est fait à base de lait. Et ce produit est un produit important, c'est un produit qui est consommé
qui est le produit phare du lait, puisque normalement, autant qu'avec le raisin, on fait du vin, avec le lait, on fait beaucoup de fromage. Beaucoup de fromage. Et dans la Gemara elle-même, elle a une manière assez intéressante d'approcher le fromage. Elle dit comme ça: Chalav lema ini chushla, id kabaye le gvina, achenami, ach bemayaskinan de kabaye le chamcha. C'est-à-dire qu'on a besoin de le boire. Mais d'en faire du fromage, quel est le problème? Puisque du lait d'une bête impure ne peut pas faire du fromage. On ne peut pas fabriquer du fromage avec une bête impure. Alors, comment est-ce que on fait le fromage? C'est très simple. On prend du lait et on va faire descendre le pH, mais normalement, ce n'est pas nécessaire. C'est juste aujourd'hui où on n'a pas un pH correct, donc on va mettre des acidifiants avec des ferments lactiques, mais sinon, on peut très bien fabriquer du fromage sans ferment lactique et on met uniquement de la présure. Alors, on met de la présure dans le fromage et avec 10 litres de lait, on va fabriquer 1 kilo de fromage. J'ai besoin d'une minute. Je vais quitter la vidéo. J'arrive dans une minute. Si vous avez des questions à la fin, vous levez la main et on vous fera parler un par un. Excusez-moi, je suis de retour. Alors, donc la Gemara dans Avodah Zarah, elle nous dit que nos sages ont interdit le fromage qui n'a pas été surveillé. Qu'est-ce que c'est du fromage qui n'a pas été surveillé? On va le voir plus tard. En tous les cas, les Amoraïm ont apporté 6 raisons pourquoi est-ce que le fromage non surveillé devrait être interdit. Un mishum chashash gilouy, donc peut-être qu'il y a du poison, qu'il y a du venin d'un serpent. Un, peut-être que dans le fromage, dans les trous du fromage, il reste du lait qui n'a pas été transformé en fromage, et ce lait, c'est du lait donc impur. Parce qu'on a l'habitude de mettre le lait dans la panse, dans la caillette, qui est le 3e estomac de la vache. Et donc, il y a tam basar b'chalav, et il y a également du tam du goût d'une bête impure, pas impure, mais d'une bête interdite, sur laquelle on n'a pas fait la shrita. Le 4e avis, c'est parce qu'on utilise donc de la graisse interdite des suifs pour enduire au-dessus du fromage. La 5e raison qui est rapportée c'est qu'on utilise du vinaigre de vin pour donc faire fermenter. Et le 6e avis, c'est parce qu'on le fait dans sraf shel orla, c'est-à-dire de la présure microbienne qui est faite à base de fruits qui seraient orla, donc qui seraient interdits pendant les 3 premières années. Alors, qu'est-ce qui s'appelle donc du fromage qui est un fromage Israël? Il faut, d'après le Shulchan Aruch, il faut le surveiller, mais d'après ce qui est rapporté dans le Shach, il faut que le Ben Israël, que ce soit qu'il ait une participation notoire dans la fabrication
de ce fromage. Et puisqu'il a une participation notoire, alors c'est considéré comme Gvinat Israël, c'est considéré comme du fromage qui est fait par un Ben Israël. Et de nos temps, de nos jours, ça se fait par tous les organismes de cacheroute, que ce soit de manière directe en le mettant. Si c'est dans une machine automatique, alors c'est en pressant sur le bouton. Et même si c'est une doseuse qui va de manière automatique, alors il peut le faire aussi sur l'ordinateur en entrant dans le programme et en mettant en marche ce système donc de goutte à goutte dans lequel à chaque litre de lait, il va se rajouter une goutte de présure. Alors, ceci est uniquement nécessaire si le lait n'appartient pas au Ben Israël. Donc, on peut aussi avoir une autre solution si effectivement c'est impossible au niveau des machines. Si le lait appartient à un Ben Israël, on peut tolérer que ce soit les employés de la maison qui, eux, vont, ceux qui travaillent d'habitude, parce que des fois, à cause de la précision du geste, ils ne veulent pas qu'il y ait une personne extérieure du service qui participe. Donc, on peut tolérer qu'ils mettent le lait, qu'ils mettent la présure, si auparavant, on a déjà acheté le lait. Alors, il y a deux sortes de fromages. Il y a des fromages qui sont mitrilat chaliva, on va utiliser du chalav Israël, du lait surveillé. Et il y a des fromages qui sont faits mishat asiya, uniquement depuis le moment où on va fabriquer ce fromage, on va emprésurer le lait. Et d'après Ramoshe Feinstein, c'est très intéressant, le fromage devient interdit qu'au moment où il est fabriqué, c'est-à-dire au moment, à la fin du process. À la fin du process. Alors, le deuxième avis donc, qui est rapporté dans le Rema est que s'il a vu la fabrication du fromage, ça suffit. Pourquoi? Parce qu'on est certain qu'il n'a pas pris de lait non cachère, il n'a pas pris de lait d'une bête impure, puisque ce lait, de toute façon, ne va pas se transformer en fromage, donc il n'a aucun intérêt à le faire. Et s'il n'a aucun intérêt à le faire, pourquoi est-ce qu'il l'aurait fait? C'est pourquoi il y a des organismes de cacheroute dans des communautés où on fait attention sur du lait surveillé, comme Kaladat Yeshurun, ce qui s'appelle Broyers aux États-Unis, qui fait du fromage Mishat Asiya depuis le moment de la fabrication et puis pas depuis le moment de la traite, en s'appuyant sur le Rema. Alors, quel est ce ferment qu'on va mettre dans le fromage? Alors, c'est du ferment lactique, et ce ferment lactique, il a poussé sur du lait. Il a le développement du microbe s'est fait sur du lait, et c'est pourquoi, selon Shulchan Aruch, si on veut que ça soit considéré comme Chalav Israël, il faut 3 fois le repiquer, c'est-à-dire 3 fois faire sur du Chalav Israël, et uniquement la 4e fois, on pourra utiliser ce ferment lactique. On peut également utiliser des ferments qui ont été directement fabriqués sur du Chalav Israël. Ça existe. On n'en a pas tous, on n'a pas toujours, mais ça existe. Pour la présure. Alors, beaucoup de gens croient qu'on ne peut pas faire de fromage avec de la présure animale, ce qui est faux. Ce qui est faux, puisque ce que nos sages ont dit, d'après l'avis donc qui est suivi, comme quoi mipnei shema amidim be'or kevat nevela, qu'on le met dans la panse elle-même. Ici, il ne s'agit pas de la panse, il s'agit du suc extrait de la panse. Et ce suc extrait de la panse, il est d'avoir pircha, il est quelque chose qui
qui n'est pas bon, qui n'a pas un bon goût. Mais tout de même, lorsque ça vient d'une bête impure, beaucoup de poskim l'interdisent. Mais il y a des poskim qui le permettent puisque son ta'am, son goût est déjà pagoum. Donc le khashash, ce que nos sages ont interdit, c'est de le faire dans la panse elle-même. Mais si ce n'est pas dans la panse elle-même, c'est permis. Et c'est pourquoi beaucoup de fromages où il est requis donc de le faire selon un process d'appellation d'origine protégée ou d'appellation d'origine contrôlée, comme le fromage Saint-Nectaire qu'on a fait, les salaires, c'est encore d'autres fromages, on est obligé d'utiliser de la présure animale. Et cette présure-là, on va l'extraire de jeunes veaux qui sont entre 1 mois et 4 mois et qui n'ont encore jamais consommé d'herbe, mais qui sont encore en train de téter leur mère. Et ils ont donc encore une très forte faculté de pouvoir enzymatique pour pouvoir transformer le lait en fromage. Alors, aujourd'hui, à l'heure actuelle, et c'est fait selon le psak de Rav Mandel, le hockey fait en France, elle abat des jeunes veaux et ensuite elle prend donc ce 4e estomac et elle va extraire la présure de ces estomacs. Alors c'est un process qui est compliqué, qui est très cher, mais ça existe. Alors, c'est vrai que le prix de la présure non cachère, c'est 5 €. La présure de la cachère, c'est 110 €. Ça fait un coût important. Mais il faut quand même qu'il y ait un shochet, il faut qu'il y ait un bodek, il faut qu'il y ait faire la melicha, il faut faire le nikour. Il y a beaucoup donc d'interventions jusqu'à ce qu'on arrive à prélever cette présure. Alors, c'est vrai que moi, j'ai rencontré à Madrid, lors de mes voyages, un élève en vétérinaire qui a proposé d'implanter un endoscope dans les jeunes veaux et de pouvoir extraire ce sucre sans avoir besoin d'abattre les bêtes. Donc, ça serait une solution aussi. Et ce n'est pas considéré comme Ever Min HaChai. Il y a déjà des tchouvot sur le sujet. Donc, ça serait une manière de pouvoir travailler sur ces fromages-là. Alors, pour fabriquer des fromages, bien sûr, il faut ensuite pouvoir les identifier. C'est pourquoi on met normalement une pastille de caséine pour pouvoir les identifier du début à la fin de leur process. Alors, une des difficultés aussi, c'est le fait qu'il faut brosser mes fromages. Il y a des fromages dans lesquels on ne les brosse pas, mais on les met dans des piscines pour qu'elles soient saumurées pendant un certain temps. D'après la plupart des poskim, il faut des piscines séparées. Apparemment, d'après les tchouvot d'Igrot Moïse, Feinstein dit que le fromage devient interdit qu'au moment où il sort de la piscine. Donc, à ce moment-là, il est considéré comme fromage. Et donc, on pourrait éventuellement utiliser la même saumure. Dans les kashrut mahadrin, ce n'est pas utilisé. Ce sont des bacs de saumure séparés. Et ce qui permet donc d'identifier et de séparer totalement de la production non cachère. Donc, on va utiliser soit des bacs de saumure, soit un saumurage séparé. Et grâce à la pastille de caséine, on va pouvoir identifier ces fromages puisque cela va suffire en chotam. Et on peut considérer que s'il y a 2 lettres, c'est considéré comme 2 chotam. Donc, puisqu'il y a en plus un numéro de traçabilité, on peut considérer qu'il y a 2 chotam sur le fromage. Et ensuite, on passe à la découpe et à la vente de ce fromage. Donc, ça, c'est pour la fabrication du fromage. Maintenant, il y a d'autres produits. On a la crème, d'après le rov des poskim, est interdite comme le lait. Il n'y a pas de différence entre la crème et le lait. Il y a des poskim qui font le distinguo, mais
de manière générale, on considère la crème comme le lait. Concernant les yaourts, c'est considéré comme du lait. Donc, celui qui prend du lait non surveillé peut prendre également des yaourts non surveillés, sauf bien sûr des yaourts aux fruits rouges où il peut y avoir des problèmes d'anthocyane et d'autres problèmes accessoires de cache-route, ou des yaourts allégés dans lesquels il y a de la gélatine pour arriver à un même niveau qu'un yaourt non allégé. Le fromage blanc, alors Moshe Feinstein dit il dit moi ni je le permets ni je l'interdis. Les organismes de cache-route aux États-Unis comme le OCA, le OU et le COFCA donnent leur certification pour le Philadelphia cheese et d'autres pâtes molles. La question dont on m'a demandé d'expliquer les différentes chitotes, c'est la question du lactosérum. Alors, le lactosérum, il faut savoir que c'est un produit qui est extrait du petit lait. Qu'est-ce que c'est le petit lait? C'est lorsqu'on fait du fromage, on va avoir 9 litres de petit lait et 1 kilo de fromage issu des 10 litres de lait qu'on a utilisé au préalable pour fabriquer ce kilo de fromage. Alors, ces 9 litres de petit lait, normalement, ça allait à tout à l'égout, mais étant donné qu'il faut non seulement payer pour les déchets alimentaires, les industriels ont trouvé qu'on pouvait fragmenter et utiliser chaque partie. On pouvait fragmenter et utiliser chaque partie du lait. Et chaque partie, je ne sais pas pourquoi, chaque partie du lait. Et c'est pourquoi, dans l'industrie, la caséine, le lactosérum, le lactose sont des sous-produits très importants, puisque normalement, pour avoir la même matière grasse, lorsqu'on extrait du lait, on devra payer une somme forte, et extrait d'un produit qui est considéré comme un déchet, ça va être 10 fois moins cher. Et c'est pourquoi on utilise beaucoup, à la place de la poudre de lait, on utilise la poudre de lactosérum. Ce lactosérum est extrait donc de ce petit lait. Quel est le statut de ce lactosérum? Est-ce que c'est plus du lait, comme certains le prétendent? Est-ce que c'est du lait? Donc, c'est un sous-produit du lait. Donc, si on prend que du lait surveillé, on ne peut pas le prendre. Et le troisième avis, c'est de dire c'est du fromage. C'est un sous-produit du fromage. Et donc, c'est une xéra immuable. Et comme on ne peut pas prendre de fromage, on ne peut pas non plus prendre de lactosérum. Alors, Moshe Feinstein écrit dans une tchouva, Naagu beze heter, bchol chevel lita. Dans toute la Lituanie, on avait l'habitude d'utiliser du lactosérum. Ven potsepe ou mitzavsef, et personne n'a prononcé un avis contraire. Et donc, c'est pourquoi, et aux États-Unis, et à Londres, le Rav Yecheskel Avramsky disait comme ça au Beit Din de Londres qu'on peut utiliser le lactosérum. Le Rav Wosner, dans cette chouvot Shevet HaLevi, écrit qu'il faut impérativement que le lactosérum soit prélevé du petit lait uniquement à moins de 45 degrés Celsius. Si c'est au-dessus de 45 degrés, c'est considéré à chaud et donc il y a un goût de fromage dans ce lactosérum et donc ça interdit le lactosérum. Et c'est pourquoi il y a beaucoup d'organismes de cache-route qui font très attention et qui ne prennent du lactosérum que s'il a été prélevé à moins de 45 degrés. Le beurre,
il y a des endroits où on fait attention au beurre et il y a des endroits où le beurre est permis. Et si on ne sait pas, alors on peut dire que cette communauté-là n'a jamais interdit le beurre. C'est comme ça, la Khalamassé. Donc, il y a beaucoup d'endroits, et je me rappelle dans ma jeunesse en Alsace, d'autres endroits où les gens consommaient du beurre du commerce parce que, aussi, lorsqu'on baratte le beurre, il ne reste plus de tzirtzur et chalav, il ne reste plus de reste de lait. Et tout ce qui s'est transformé en beurre, c'est certainement du beurre extrait de lait de vache. Et c'est pour ça que nos sages n'ont pas interdit le beurre. Il y a des communautés qui ont pris sur elles de ne pas prendre de beurre non surveillé. Ces communautés doivent continuer à le faire et ne prendre du beurre uniquement que du beurre surveillé. Maintenant, il y a du beurre industriel qui n'est pas baratté, mais qui est mécanique, qui n'est pas mécaniquement, mais qui est chimiquement séparé. Est-ce que ça a le même din qu'un beurre baratté? Moi, j'ai posé la question à beaucoup de poskim, personne ne m'a répondu. Apparemment, dans tous les organismes de cache-route, on considère que c'est du beurre et ce n'est pas du lait. Mais il faut savoir, souvent on me pose la question, il y a des fabrications de biscuits ou de chocolat avec du beurre et certaines personnes qui prennent du lait surveillé mais qui prennent que du beurre veulent consommer ces produits. Il faut savoir que c'est faux. On ne peut pas consommer ces produits-là parce qu'il y a des mélanges avec de la poudre de lait ou avec du lait et on n'est pas obligé de le mettre de manière différente dans la composition parce qu'on considère que c'est la préparation du beurre industriel qui va se faire de cette manière-là dans l'industrie. Je pense qu'on a fait un peu le tour de la question du lait, du fromage, du beurre, du lactosérum. Concernant le lactose, il est présent dans beaucoup de médicaments. C'est uniquement dans la liste de la Kedasia où ils disent qu'il faudrait prendre les médicaments avant le repas Bassari, mais l'ensemble des poskim pense qu'on peut tout à fait consommer et prendre les médicaments selon la posologie. Et donc, s'il faut les prendre après le repas, on peut tout à fait les prendre après le repas. S'il y a des questions, je serai très heureux d'y répondre. Alors, levez la main si vous avez des questions, vous activez les micros. Alors, on a iPhone de Sarah. Bonjour. On n'entend rien. On n'entend pas. Hein. Vous m'entendez? On entend. Allô, allô? Oui, on entend maintenant. Vous m'entendez pas? On entend. Vous m'entendez? Oui, j'entends. Ok. Alors, je voulais vous demander si vous pouviez me dire dans quel cas utiliser votre liste. Ok, regardez. On a fait un sujet, je pense que c'est un sujet bien particulier sur le lait. J'aurais voulu qu'on se cantonne sur les questions sur le lait. Je vous remercie. C'est pas que je veux pas répondre, c'est juste que j'aurais voulu privilégier les questions sur le sujet. Il y a 3 participants qui ont levé la main. Allô? Oui. Est-ce qu'on peut entendre la question? Alors, ma question, c'est est-ce que tous les produits notés traces de lait, ils sont halavi? Et sinon, qu'est-ce qu'il faudrait regarder pour savoir? C'est une très bonne question et c'est une question complexe parce que il y a l'extrême, ceux qui vont écrire traces de lait partout, n'importe où,
à cause de l'affaire qu'il y a eu d'ailleurs pour Lind, dont j'ai parlé plusieurs fois, mais je vais le répéter puisque vous posez la question. Mais il y a effectivement un problème allergène qui est beaucoup plus important au niveau quantitatif que pour la cache-route. C'est-à-dire que même si c'est un ppm, enfin quelque chose qui est entièrement batel Beshichim, et exactement, on me demandait sur la farine par exemple, ça n'a aucune incidence. Si sur du cacao c'est marqué, ça n'a aucune incidence. Toutes les poudres, parce que ça passe dans un cône dans lequel donc, on va emballer différents produits. Donc, il n'y a aucun problème au niveau de la cache-route. Par contre, lorsque ce sont des produits cuits ou des produits qu'on va faire fondre, comme du chocolat, comme des barres, comme d'autres produits, effectivement, ça a une influence. Et étant donné qu'ils ont mis traces de lait, ils sont protégés, même s'il y a plus que des traces de lait, même si ce n'est pas Batel Beshichim. Et il peut y avoir même l'utilisation de lait pour arriver à un pH neutre. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas savoir. Vraiment, lorsqu'il y a marqué traces de lait sur des produits, qui vont être cuits ou des produits qui vont être donc chauffés, ça a une incidence réelle et on ne peut pas vraiment le savoir si on n'a pas vérifié et visité l'usine. Super, merci beaucoup. Non, mais je n'ai pas fini juste pour l'histoire des Lind. Voilà, il y avait, le chocolat Lind, c'était écrit Parvé. Il y avait un enfant qui était allergique, qui avait pris, puisque c'était sur des conches séparées. Donc, le Rav avait dit, si c'est sur des conches séparées, donc il n'y a aucun crachage. Mais en fait, il y avait dans la même usine et au niveau de l'air, puisque la poudre de lait, c'est quelque chose d'assez volatile. Et donc, il y a eu contamination et ça a fait que cet enfant, il a été contaminé. Oui. Alors, Pardon? Oui, bonsoir Rav. Oui, bonsoir. J'aimerais vous poser la question, où est-ce qu'on peut trouver du lait concentré en chamour? Est-ce que ça existe? Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. C'est plus fabriqué. Ça a été fabriqué très longtemps par la société Schmerling en Suisse. C'est quelque chose qui, dans l'industrie, n'existe pratiquement plus. Les caramels Mars qui sont fabriqués en Angleterre sont fabriqués avec du lait concentré. Mais ça n'existe pas. Non seulement ça n'existe pas en chamour, mais ça n'existe pas réellement. Ils le font de manière reconstituée. Est-ce qu'on peut en consommer si on mange que du lait, si on consomme que du lait chameau? Est-ce qu'on peut consommer du lait concentré du coup? Non, pas du tout, le contraire. Une seconde, j'ai un problème de temps d'écran là. Une seconde. Voilà. Allô? Oui. Oui, vous m'entendez? Donc, je ne sais pas exactement comment ça se passe. Vidéo. Allô? Ouais, je vous entends. Vous m'entendez? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Vous me voyez encore? Parce que moi, je ne vois plus personne. Non, vous voyez. Enfin, moi, je vous vois personnellement. Très, très bien. Alors, c'est parfait. Alors, dites-moi, quelle était la question? Alors, j'avais une question concernant le groupe Les Bons Plans Cachers sur Facebook, qui prononce en votre nom des produits qui sont autorisés par vous, des produits laitiers comme les yaourts que vous avez parlé à l'instant, ou comme d'autres produits. Est-ce qu'on peut leur faire confiance autant que vous ou pas? Regardez, ils me posent beaucoup de questions.
je leur fais confiance. Maintenant, je ne peux pas vous dire que tout ce qui est là-bas est en mon nom. Mais normalement, ils me consultent pas mal. C'est des gens avec qui j'ai de bonnes relations. Ok, mais en général, ils prononcent, enfin, ils disent votre nom. Rav Wolf a autorisé ce produit. Donc, si vous se contactez avant, c'est bon. Ok. Ouais. Merci beaucoup. Alors? Oui, bonsoir. Bonsoir, Rav. Oui. En fait, d'après, vous avez fait un beau chiot, merci beaucoup. D'après ce que vous avez dit sur la Chita qui autorise de Moshe Feinstein la présure animale même d'animaux téméa, Ouais. est-ce que alors aujourd'hui, il n'y aurait pas de problème de manger leur fromage? Puisqu'en fait, toute la xéra, elle est seulement à partir de fromages qui sont mahamidim, or qui battent chanevela. Mais puisqu'aujourd'hui, on ne fait plus ça, alors il n'y aurait plus cette xéra, et on pourrait peut-être dire que alors tous les fromages d'aujourd'hui, même qui sont issus du pakasher, alors ne sont pas des fromages vinatakum. Je demande. Alors, c'est l'avis de Tosfot. C'est l'avis de Tosfot. Donc, Mipnei Shema Amidim Basavim, donc Chachmei Narbona, les sages de Narbonne. Mais on ne suit pas comme ça la halacha. La halacha a été nifsak dans le Shulchan Aruch, de l'Oker Rabbeinu Tam, de l'Oker Chachmei Narbona. Et donc, c'est une xéra immuable et impossible et impensable de prendre du fromage dans le commerce. Alors, dans quel sens alors, Moshe Feinstein, il veut dire qu'il n'y a pas de problème sur la présure animale d'aujourd'hui? Non, mais il faut que ce soit un juif qui fabrique le fromage. D'accord. Il reste une xéra, mais on peut fabriquer. Autant que ceux que nous, on a fabriqués avec le Saint-Nectaire, etc., où on a fait avec de la présure animale, mais de la présure animale de bêtes abattues rituellement, la même chose pour… D'accord. Donc, en fait, d'après la chita de Moshe Feinstein, vous aurez pu, en fait, utiliser de la présure animale à 5 € comme vous l'avez présenté, quoi. Oui, tout à fait. Ok, je voulais juste savoir si j'ai compris. Merci beaucoup pour ces explications et ce beau chiot. Y a-t-il d'autres questions? Alors, ça arrive tout de suite. Il y a un micro qui n'arrive pas à s'activer. Je réessaye. Oui, monsieur, j'ai une question. Alors. J'aimerais comprendre la Emouna. Ça vous dérange pas? Ouais, ça, c'est pas sur un pied. Ah, mais en quelques étapes. Ça, je vous propose de m'appeler en privé, quoi. Je veux dire, On passe à une autre question. Oui, bonsoir. Désolé, on a été interrompu tout à l'heure concernant le concentré de lait. Je ne suis pas sorti clair sur la réponse. Comment utiliser un concentré? Je pense qu'il n'y en a pas dans le commerce de concentré de lait Kasher Halav Israël. Peut-être en Israël, ça, il faudrait peut-être demander à Tnouva. Mais en Chutz La'aretz, je sais que les industriels n'utilisent pratiquement pas, sauf pour une référence, mais ce n'est pas en Halav Israël. Et c'est pour ça que ça a été refusé. Il y a des caramels qui sont faits par Mars avec du concentré de lait. Vous savez qu'en Israël, ils n'autorisent que des produits qui sont faits à base de poudre de lait, suivant l'avis de Rav Tzvi Pessar Frank, qui était le Rav de Yerushalayim, qui disait qu'on peut considérer la poudre de lait comme du beurre, ce qui n'était pas l'avis de Chazon Ish, mais en tous les cas, qui était l'avis de Rav Tzvi Pessar Frank, et c'est comme ça que ça a été suivi par la Rabbanut Harashit, et c'est toujours comme ça que vous pouvez voir, il y a des produits, il y a marqué L'Ochle Arkat Chalab Nochtiz, ceux qui vendent de la poudre de lait, et donc ces caramels Mars avaient été refusés par la Rabbanut puisqu'ils étaient faits avec du concentré de lait. Donc ça doit exister, mais en Halav Israël, je sais qu'il n'y a pratiquement plus. Enfin, ce qui existait il y a quelques années n'existe plus. On a iPad de micro. Activez vos micros parce qu'on ne peut pas vous les activer sinon. Ça marche là? C'est bon. Vous m'entendez? On vous entend. C'est un très beau cours, monsieur.
merci. Bah, j'ai une question, c'est pas trop par rapport au halal. Une question, comment ça marche les légumes surgelés? On aurait le droit de prendre ou pas? Si, regardez, on va faire un sujet de cache-route général, mais je veux dire, c'est un sujet un peu complexe, les légumes congelés. Il faut voir s'il n'y a pas de retour de vapeur, donc d'autres produits, s'ils ne font pas de plats cuisinés dans cette même usine. Mais on n'est pas obligé de marzik, on n'est pas obligé de craindre. C'est-à-dire que si ce n'est pas quelque chose d'avéré, si ce n'est pas quelque chose de connu, on peut prendre ces légumes congelés, bien sûr, s'il n'y a pas de rajout d'arômes ou d'autres produits qui pourraient être problématiques. D'accord, merci beaucoup. Tel perso. Oui, bonjour, bonjour Rav, merci pour ce cours. Je voulais juste vous demander pour le beurre qui est à la découpe dans les marchés en France, peu importe, est-ce qu'on peut en prendre ou pas, fait par c'est local en fait. Regardez, moi, j'ai toujours très peur de tout ça. J'ai très peur de tout ça parce que tout ce qui est fait de manière artisanale, j'étais aussi dans une usine comme ça, très artisanale de confiture. Et puis, j'ai vu que finalement, les bonnes pratiques, bon, encore une fois, c'est-à-dire que ce sont peut-être des bonnes pratiques au niveau hygiénique, mais au niveau cache-route, on n'y est pas. C'est-à-dire que on va dire, ah, moi, je ne vais pas utiliser de antiforme, comment on appelle ça, d'antiforme, pour pas qu'il y ait de mousse, d'anti-mousse. Je ne vais pas utiliser les anti-mousses industrielles, je vais mettre une noix de beurre dedans. Et c'est comme ça qu'ils faisaient que leur confiture n'avait pas de problème de bulles. Donc dire qu'on est sûr que quelqu'un qui a fait à la maison de manière artisanale son beurre, moi je ne suis pas très partant. À part ça, il faut savoir qu'il y a aussi des beurres dans lesquels il y a maintenant aujourd'hui des ferments lactiques. Et donc, pour ceux qui prennent que du lait surveillé, ils ne peuvent pas prendre ces beurres. Donc, il vaut mieux éviter alors. Je pense qu'il vaut mieux éviter. On n'a pas de garantie. Je ne peux pas dire que je sais que ce n'est pas bien, mais disons, je ne dormirai pas tranquille de le prendre. Merci beaucoup. Bonsoir. Une autre question. Est-ce que, d'après le Khatam Sofer, tel que vous l'avez exposé, qui est le plus mahmir, le djinn de Yotze Venirnas, il marche? Il marche, mais c'est pas, il faut que ce soit Yotze Venirnas, c'est pas Nirnas ve Yotze. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit d'abord là-bas et qu'ensuite il peut sortir. Mais s'il n'était pas là au début, ça ne marche pas. C'est-à-dire que Yotze Venirnas Light, ça n'existe pas. C'est-à-dire que le fait d'être avec une voiture et de faire le tour de 10 fermes, ça ne s'appelle pas Yotze Venirnas. Yotze Venirnas, ça veut dire comme ça. Ça veut dire qu'on prend 2-3 fermes, on décale les horaires. Donc, l'une, elle commence à 5 heures du matin, l'autre, elle commence à 5h30, l'autre, elle commence à 6 heures. Et il y a 10 minutes de… Donc, on voit le début de la traite dans une, on va vite en voiture dans la deuxième, on va dans la troisième, et ensuite, on retourne et on va en alternance, et on rentre au milieu de la traite. Donc, on n'est pas obligé d'être là pendant toute la traite. Ils savent qu'on peut venir à n'importe quel moment. Ça s'appelle Yotze Venirnas. Et ça s'appelle Chalav Israël pour tout le monde ou il y en a qui sont… Ça, c'est sûr. Il y en a qui font aujourd'hui, il y a des Hersherim qui font du début à la fin, mais halachiquement, ça n'a pas de source. Donc, la halakha, c'est d'être présent au début de la traite, c'est ça? Voilà. Alors, il reste des questions. Voilà, Dan Petit. Oui, bonsoir Rav. J'avais une question concernant les yaourts. Vous avez dit que c'est considéré comme du lait. Je voulais savoir, est-ce que c'est un avis qui est partagé par tous les poskim qui pensent comme ça? Est-ce que c'est l'avis du Beth Yosef? Et je n'ai pas compris le problème des ferments lactiques. Les ferments lactiques, ils sont comment on appelle ça? Ils sont fabriqués sur du lait. C'est-à-dire que c'est un ferment, mais il est développé sur du lait, donc il y a une présence de lait. Une présence de lait
qui est Mahamid. Donc, d'après le Beth Yosef, il faut être Mevatel, il faut l'annuler 3 fois pour que ça devienne un ferment lactique kasher. Mais si on considère comme le prix Hadash qu'on peut utiliser ce lait, Ah oui, alors ça, on est bon. Voilà, Emouna, monsieur. Pardon? Je n'ai pas entendu. Comme je vous je sais vois pas, il y a plus, quelqu'un d'autre. Je crois qu'il y a quelqu'un d'autre qui a parlé. Ok, donc si j'ai bien compris, si on considère que la xéra du lait, elle intervient que dans le cas où il y a un khashash, ça voudrait dire qu'on peut utiliser un yaourt qui est fait à base de ferments lactiques qui sont eux-mêmes faits à partir de lait qui n'a pas été surveillé. absolument. Mais le yaourt en lui-même, il n'est pas considéré du tout comme du fromage. Il est considéré Ah, comme jamais. du lait. Absolument. D'accord. Sur ça, il n'y a pas de discussion. La discussion, elle est sur le cottage. Sur, Pardon? Non, c'est les gens qui ont activé le micro. C'est une erreur. D'accord. Voilà, normalement, c'est à peu près tout. Il y en a... Non, ouais. Les autres, j'arrive pas à activer les micros, donc on va pouvoir conclure. En vous remerciant, Rav Wolf, d'avoir été si disponible pour le. Allô? J'ai pas entendu. On vous remercie d'avoir accepté l'invitation et pour tout ce que vous faites pour le public francophone et pas que. Merci beaucoup, avec plaisir. Et à une prochaine fois, Bezrat Hashem. C'est un plaisir de prochaine partager. conférence sur la cache-route où apparemment tout le monde est très friand de ce sujet. Bezrat Hashem. Parfait. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Merci. Razak, c'est un très beau cours, Wolf.